Hello. Ça y est, je me lance sur YouTube. J'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube parce que ça me trotte dans la tête depuis un bon moment. Je pense que c'est le bon moment, on va dire, pour commencer. J'ai envie, j'aime la vidéo, j'aime la photo, j'aime aussi pas mal lire. Donc là on va être plus sur une chaîne dédiée à la lecture parce qu'en ce moment c'est un peu ce que je fais de mon temps libre, on va dire. Et donc ouais, j'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube aussi pour partager avec vous mes lectures, mais aussi que vous partagez les vôtres. Je vais un petit peu me présenter parce que c'est cool, la meuf elle discute et tout, mais on ne sait pas qui elle est. Donc moi j'ai un compte Instagram qui s'appelle Luciole in Books. Je m'appelle Marie, je m'appelle pas Luciole. Et j'ai 22 ans, j'habite actuellement à côté de Bordeaux. Je suis en stage, donc je suis étudiante en école de commerce. Voilà, vous en savez plus, un petit peu plus sur moi. Avant ça, je voulais juste vous présenter Temi. C'est le chien de mon copain, c'est pas la mienne, mais elle est quand même super chouette. Je pense que vous allez la voir régulièrement dans mes prochaines vidéos. Et elle attend sagement, j'ai peur de la déranger. Bibiche. Oh non, elle veut des caresses en fait. Je crois que là elle est pas contente. Elle a 13 ans, donc elle est un peu vieille. Ah, elle est très très câlin. Elle est super câlin, elle est trop chou. Bref, c'est un peu ma compagne de lecture. Bref, assez discuté de moi, je pense qu'on avait déjà marre. Je parlais de mes 2 dernières lectures. Ensuite, il y a des poils. Je vais vous parler de... je sais pas dans quel ordre. Ma lecture en cours et peut-être après vous parler de mes prochaines lectures. Avant-dernière lecture, Siglo de Ragnar Jonasson, je sais absolument pas comment ça se prononce. Donc Ragnar Jonasson, c'est un Jonasson, désolée hein, si je prononce trop mal le nom. C'est l'auteur de la trilogie qui est quand même assez connue de la Dame de Reykjavik, j'y arrivais, que j'ai lu et que j'ai adoré. Enfin vraiment ça a été une saga coup de cœur. Le tome 1, effectivement il faut vraiment aller jusqu'à la fin, je pense. Tout d'un coup il fait beau. Il faut vraiment aller... C'est vrai, je me vois changer de couleur, c'est affreux. Faut aller vraiment à la fin du tome 1 pour je pense apprécier la lecture et la saga. Enfin en tout cas ça a été mon avis. En fait ça va crescendo, c'est à dire que le premier tome, La Dame de Reykjavik, j'étais emballée par l'histoire, mais je sais pas, il y avait un truc, le petit je ne sais quoi qui fait qu'on est vraiment addict à un bouquin était pas présent dans le premier tome, dans La Dame de Reykjavik, et à la fin on se dit mais non, mais c'est pas possible, il me faut la suite. Vraiment très mauvaise imitation, mais voilà, c'était mon état d'esprit. Et puis et donc j'ai acheté L'Île aux secrets et La Dernière Tempête, qui est le tome, respectivement tome 2 et 3. Et je les ai dévorés. Enfin, vraiment, La Dernière Tempête, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai tout aimé en fait dans La Dernière Tempête, enfin vraiment c'est trop bien. Mais on n'en est pas là pour parler de ça, Marie, merci. Siglo, on revient au truc. Donc on va suivre Harry, qui est un inspecteur de police. C'est l'inspecteur de la police locale, donc à Siglo. Siglo qui est le diminutif du nom d'une ville islandaise, donc c'est situé dans le nord de l'Islande. C'est une toute petite ville qui est en train vraiment de prendre de l'ampleur, qui devient en fait petit à petit une station balnéaire. Hein. L'auteur revient plusieurs fois dessus sur ce point là, que vraiment Siglo c'est en train de devenir la station balnéaire et la station de ski un peu en vogue et en vue des personnes habitant la capitale, par exemple habitant Reykjavik. Donc on le suit, il enquête sur un fait divers assez banal entre guillemets. Donc à savoir, on a retrouvé le corps d'une jeune fille qui s'appelle Unur, je sais pas comment ça se prononce. Dans la rue principale on le retrouve en fait, et il semblerait que elle aurait sauté d'un étage de l'immeuble,
du dernier étage. Je crois qu'ils le mettent très rapidement, qu'ils disent très rapidement c'est du dernier étage. On sent que... Enfin, tout porte à croire que vraiment c'est un suicide. Voilà, on la retrouve comme ça en pleine nuit. C'est un jeune non, un vieux artiste qui la retrouve, qui retrouve son corps en fait. Donc qui appelle la police. Et ensuite en parallèle, donc là le résumé il nous le dit tout de suite. En gros, il y a dans une maison de retraite, il y a, désolée du reflet, un vieil homme, c'est Neil, enfin, voilà, qui est malade, qui est dans une maison de retraite et qui écrit en fait sur les murs de sa chambre « Elle a été tuée ». Il écrit ça en fait partout, sur tous les murs de sa chambre, et donc c'est bizarre parce que ça coïncide en fait avec l'événement, donc le corps de cette fille retrouvé, et on se dit est-ce que ça a un lien, est-ce que c'est un suicide, est-ce que c'est un meurtre? La question reste en suspens, et donc du coup on suit vraiment cet inspecteur de police là dans ses recherches et dans son enquête. Et c'est vraiment c'est même pas un thriller, hein, c'est une pure enquête policière tout à fait classique entre guillemets. J'ai bien aimé la manière dont ça a été découpé, dont ça a été analysé par l'auteur. C'était assez intéressant, mais ça reste vraiment une enquête policière assez basique. J'ai même trouvé que même la fin, ça retombait un peu comme un soufflet quoi. Enfin, on se dit on a envie d'un autre dénouement. Enfin moi personnellement j'ai envie d'avoir un autre dénouement, un truc un peu plus waouh quoi, un peu plus comme la dame de Reykjavik. Et au final c'était moins waouh. Donc un peu déçue de cette fin et de la... Enfin, de la manière aussi dont certains passages ont été décrits. Il décrit énormément Siglo, qui est le titre du roman, donc c'est normal, hein. Mais je sais pas, il revenait en fait à... J'avais l'impression qu'il se répétait, qu'il y avait des passages où voilà, il redécrivait, il décrivent à nouveau l'ambiance, le fait que ça va bientôt devenir une vraie station balnéaire de ski, enfin des trucs... Ouais, je trouvais que c'était quand même un peu redondant à certains moments. On sent, voilà, il y a une histoire avec les personnages, un peu d'amourette à un moment donné, et on sent que ça va arriver. Enfin voilà, on sent en venir un peu le truc, on sent en venir les personnages, et c'est pour ça que la fin j'ai trouvé que ça retombait vraiment comme un soufflet, parce qu'en fait j'avais tout vu, enfin je connaissais la fin quoi, donc il n'y avait pas d'effet waouh, et j'ai pas été choquée par ce qu'ont fait les personnages. Et donc non, après sinon, enfin là j'ai l'impression d'écrire un truc super négatif, mais non, c'est plutôt positif. J'ai vraiment plutôt bien aimé ma lecture. C'est juste que je suis juste un peu déçue à la fin de cette fin. Voilà, c'est pas la lecture de l'année. C'est un bon roman policier. Honnêtement, c'est un bon roman policier. Voilà, il laisse un peu le suspense de temps en temps, puis après il referme les portes, et on connaît la fin quoi. Donc plutôt chouette. Plutôt chouette cette petite lecture. Ensuite on va continuer avec ma dernière lecture. Enfin la dernière lecture que j'ai faite, à savoir... J'ai l'impression d'annoncer un truc énorme mais pas du tout. À la lumière du petit matin de Agnès Martin-Lugan. J'avais déjà lu cet auteur, j'avais lu Les gens heureux lisent et boivent du café. Et j'avais vraiment bien aimé sa plume. À la lumière du petit matin, on va suivre Hortense, qui est une professeure de danse, qui gère une école de danse avec deux de ses amis, oui, on peut les qualifier d'amis, à Paris. Donc ils gèrent tous les trois une école de danse, et elle est prof de danse, donc on la suit un petit peu dans son quotidien à l'école, et on suit également sa relation avec un homme marié. Donc elle est la maîtresse ou l'amante au choix d'un homme marié. Voilà, on va la suivre dans son quotidien, professionnel mais aussi personnel, voilà, tout ce qui lui passe par la tête, la culpabilité très importante,
l'enfermement, enfin elle se renferme sur elle-même, elle a moins confiance en elle, enfin voilà, on a tous ces sentiments par rapport à sa situation personnelle, mais aussi on sent que professionnellement elle est plus trop à sa place, elle perd un peu pied, c'est compliqué, ses amis, collègues souhaitent changer. Voilà, ils veulent un petit peu faire évoluer cette école, l'agrandir, enfin voilà, ils ont des grands projets et voilà, elle est un peu perdue quoi dans sa vie. Dès le début, là je vous spoil rien, mais dès le début, on sait que ses parents sont décédés. Ils se sont suicidés, c'est pas du tout un spoil, hein. On le sait dès le début, hein, qu'ils se sont suicidés tous les deux ensemble dans leur maison, dans la maison familiale en fait, si je peux dire, qui se situe dans le Luberon, en Provence. Et donc Hortense est extrêmement attachée à cet endroit. C'est un peu... Enfin voilà, elle a tous ses souvenirs ici. Il y a même, et ça j'ai trouvé ça vraiment génial pour le coup, son père a rénové une partie, l'une des dépendances, parce que du coup c'est une grande maison mais avec des dépendances, un grand jardin, etc. Enfin, vous pouvez imaginer la maison familiale provençale typique. Et donc son père a complètement restauré et aménagé une salle de danse à l'intérieur d'une des dépendances de la maison. Et donc on la suit, Hortense, un peu dans cette vie-là. Il y a un moment donné, il y a un événement, forcément, il faut qu'il y ait un point de chute. Il y a un événement qui va tout faire basculer dans sa vie, c'est qu'elle va chuter dans un restaurant qui appartient d'ailleurs à l'un de ses amis, bref. Elle va chuter et donc elle va se faire une entorse à la cheville, et à partir de là, je vous spoil pas la suite, mais c'est vrai que tout va être... Enfin, elle va vraiment tout remettre en question, sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Déjà, elle était quand même... on sentait qu'elle était dans le flou, qu'elle perdait un peu pied, c'est qu'elle le dire. Mais là, vraiment, cette entorse à la cheville, ça va complètement changer sa vie, en fait, hein, vraiment. Et donc, on la suit après, elle retourne en Provence, etc. Et je vous dis pas la suite. Enfin, j'ai adoré ce roman parce que c'est très cliché, hein. Enfin, j'ai trouvé quand même que c'était vraiment très cliché, la danse, etc. Mais voilà, on sent, enfin je sais pas, la plume est addictive. C'est pas du tout la même manière d'écrire, j'ai trouvé. Pourtant c'est la même autrice, donc ça m'a un peu perturbée. Mais c'est pas du tout la même manière d'écrire que dans celui que j'avais lu, Les gens heureux lisent et boivent du café. Je sais pas pourquoi. Mais dans les gens heureux, c'est très... il y a énormément de discours en fait. Même dans le bouquin, il n'y a quasiment que ça. Et là, pas du tout. C'était vraiment un vrai roman. Bref, c'est pas grave. Mais j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une énorme différence entre Les gens heureux et ce livre-là, qui est que le deuxième livre de Agnès Martin-Lugan que je lis. Donc j'étais un peu perturbée, je m'attendais à avoir du discours, même beaucoup de discours exactement comme dans celui que j'avais lu, mais non, c'est pas grave. Non, j'ai beaucoup apprécié ma lecture, c'était très frais, léger, même si les sujets abordés sont quand même lourds pour le personnage principal, pour Hortense. C'était quand même... c'est agréable à lire, quoi. Je sais pas si je peux dire ça, mais c'est vraiment agréable à lire, même si ça, voilà, il y a des sujets forts comme le deuil, la résilience, voilà, la vie sentimentale aussi du personnage principal qui est particulière. Voilà, moi je me suis tout de suite attachée à Hortense et j'ai vraiment vécu avec elle en fait, tous ses problèmes, tous ses soucis, enfin voilà, je sais pas, c'est une bouffée d'air frais, une bouffée d'oxygène. J'ai vraiment apprécié cette lecture. Conclusion, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je lis en termes de genre littéraire, ouais, disons que j'aime beaucoup les romans contemporains, style Agnès Martin-Lugan. C'est vrai que ces deux romans, je les ai adorés tous les deux, donc je pense que ça doit être un peu ma gamme de lecture.
Et j'aime aussi pas mal les romans historiques. J'ai lu d'ailleurs plus tôt dans le mois, j'ai lu La Cité de larmes. Ouais, c'est ça. La Cité de larmes de Kate Moss, que j'ai adoré quoi. Vraiment c'était trop bien. C'était le tome 2 de... Désolée, ça fait mal au bras. Tome 2 de La Cité de feu. Qu'on a beaucoup d'ailleurs vu tourner sur Bookstagram. Récemment là, enfin, le mois dernier je crois. Et j'ai pas mal apprécié ma lecture. Enfin vraiment j'aime bien les romans historiques en général. Les romans contemporains du coup comme ça. Et c'est vrai que de temps en temps je me fais un petit thriller, un petit policier. J'essaie vraiment d'alterner en fait mes lectures en fonction de... Bah, pour pas en fait faire une overdose d'un genre littéraire en particulier, j'alterne. J'aime bien la fantasy aussi. Ça m'arrive de lire enfin pas rarement mais de temps en temps. La fantasy, vraiment j'alterne contemporain, historique, thriller, policier et fantasy. Vraiment je crois que c'est les quatre genres littéraires que je lis le plus. Après je réfléchis, young adulte c'est moins ma came. Romance pure et dure c'est moins ma came aussi. Donc, la semaine dernière je suis allée à la médiathèque et j'ai pris 2 romans. Enfin non pas 2 romans, j'ai pris une pièce de théâtre. 3 versions de la vie de Yasmina Reza. J'avais énormément apprécié quand j'étais au lycée sa pièce de théâtre qui s'appelait Art. A-R-T. Comme l'art. Je l'avais beaucoup apprécié donc c'est vrai que je me suis dit que j'allais me prendre cette petite pièce de théâtre. J'ai du mal à parler, je sais pas pourquoi. Je me suis dit que j'allais prendre cette petite pièce de théâtre qui est très courte. Elle fait 100 pages, je crois. 108 pages. Vraiment super courte. Et voilà, comme j'ai apprécié art, je sais pas, je regardais dans les rayons et tout. J'ai vu cette petite pièce de théâtre. Je voulais vraiment un truc tout petit, tout court et tout. Parce que le prochain que j'ai emprunté, c'est un énorme pavé. Alors voilà, énorme. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de craquer que sur des pavés. Ah ben je vous ai pas dit quel était le résumé et en fait c'est parce qu'il n'y en a pas. Voilà donc je vous en parlerai, je vous dirai mais voilà j'ai vraiment craqué juste au nom de l'auteur en fait. J'ai vu le nom de l'auteur, j'ai vu que c'était une petite pièce de théâtre, que c'était tout court. J'ai dit vas-y on va prendre ça, ça va me changer. Mais il n'y a aucun résumé. Donc je ne sais même pas de quoi ça parle. Voilà, tout ça pour ça. Merci Marie, on est content. La suite. Quand je vous disais que c'était un pavé, c'est que c'est vraiment un énorme pavé. Le lilas ne refleurit qu'après un hiver vigoureux. C'est le premier roman, il me semble, de Martha Hall Kelly. J'ai le tome... je sais pas si c'est le tome 2, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est le tome 2, mais j'ai Un parfum de rose et d'oubli dans ma palle. Vraiment c'est le mien, bref. Donc non mais je l'ai vu celui-là à la médiathèque et je me suis dit vas-y saute dessus quoi. Donc j'ai sauté dessus. À New York, Caroline Ferridet travaille au consulat français, mais lorsque les amis... ça fait 3 fois que je le refais, hein, j'en peux plus. Mais lorsque les armées hitlériennes envahissent la Pologne en septembre 1939, c'est tout son quotidien qui va être bouleversé. De l'autre côté de l'océan, Kasia Kuzmerik, une adolescente polonaise, renonce à son enfance pour rejoindre la résistance, mais la moindre erreur peut être fatale. Quant à l'ambitieuse Hertha médecin allemand, la proposition que lui fait le gouvernement SS va lui permettre de montrer enfin toutes ses capacités. Mais une fois embauchée, elle va se retrouver sous la domination des hommes. Les vies de ces 3 femmes seront liées à jamais lorsque Kasia est envoyée à Ravensbrück, le tristement célèbre camp de concentration pour femmes. À travers les continents, de New York à Paris, de l'Allemagne à la Pologne, Caroline et Kasia vont tout tenter pour que l'histoire n'oublie jamais les atrocités commises. Donc voilà, je l'ai vu énormément passer sur Bookstagram. Vous savez que voilà, je suis principalement sur Bookstagram. Mais voilà, j'en attends énormément
de ce livre. C'est un énorme pavillon, enfin vous avez vu le truc, bref. Combien il fait de pages? Je suis très curieuse. Très curieuse, très. Il fait 660 pages, 661 pages, donc voilà, c'est l'énorme brique. Donc voilà, je l'ai vu passer énormément, je sais que ça va pas être une lecture très facile. Je sais pas, il me tentait beaucoup, enfin voilà, le destin de 3 femmes, l'époque aussi, voilà, la guerre, la Seconde Guerre mondiale, c'est... J'ai pas beaucoup lu de romans, enfin non, j'ai pas beaucoup lu de romans qui se passent pendant cette période-là, parce que je sais pas, ça me fait peut-être un peu peur. Donc voilà, je l'ai beaucoup vu passer et je me suis dit qu'il pouvait être pas mal à tester, à découvrir. Enfin, ma lecture en cours. C'est Hôtel Castellana, je sais pas comment vous prononcez. Destin croisé dans l'Espagne de Franco, de Ruta... Alors là, le nom de famille... C'est petit. Sorry, vraiment sorry. Donc ça c'est vraiment ma lecture en cours. J'en suis au chapitre 6, hein, donc voilà, c'est pas glorieux, j'ai lu 40 pages. Donc c'est vrai que pour l'instant je peux pas trop vous en parler. Mais je vais vous lire un petit peu le résumé. Madrid, été 1957, passionné de photographie, Daniel Matheson, 18 ans, découvre l'Espagne à travers l'objectif de son appareil. Il loge au quartier général de la haute société américaine, l'hôtel Castellana, où travaille la mystérieuse Ana Torres Moreno. À mesure qu'il se rapproche, Ana lui révèle un pays où la dictature fait régner la peur et l'oppression, hantée par de terribles secrets. Romance poignante et trajectoire tourmentée au cœur du régime franquiste. Par l'autrice du best-seller « Ceux qu'ils n'ont pas pu nous prendre ». Donc ce livre-là, il traîne dans ma palle depuis Noël. Bon, vous savez comme moi, les palles, voilà, ça se remplit assez facilement. Donc ouais, il traîne dans ma palle depuis Noël. Et en fait, ce qui m'a vraiment freinée, c'est pareil, c'est le fait que ce soit une petite brique. Après, en vrai, là, pour avoir lu 6 chapitres, les pages se tournent quand même facilement. Mais c'est assez dense, là il y a énormément d'informations dès le début, faut pas que je décroche quoi. Mais écoutez, pour l'instant j'en pense pas grand chose parce que j'ai lu que 6 chapitres et il y a énormément d'informations et voilà, je vous en parlerai un peu plus tard. Demain, je vais à Saint-Émilion avec mon copain et une pote à moi. Ça va être chouette. J'ai vraiment hâte. J'ai jamais visité Saint-Émilion, donc ce sera l'occasion. Et coucou, je vous retrouve du coup un peu plus tard. Je reviens pour vous parler un petit peu de ma lecture en cours. Donc pour l'instant j'ai lu 171 pages, 173. Enfin j'ai lu genre ça là. Ça là, donc c'est vraiment pas beaucoup mais sur 555, 170 à peu près. Ça commence vraiment très doucement. Voilà, on suit en fait 2 familles entre guillemets. Je peux essayer de résumer ça comme ça. Désolée, gens qui klaxonnent. J'espère vraiment que vous n'allez pas entendre trop de bruit, sinon ça va être pénible. Donc on suit Ana Torres Moreno qui est espagnole, qui est en fait un peu domestique à Madrid, dans l'hôtel Castellana, c'est le Castellana Hilton, qui est un hôtel en fait pour américains. Globalement c'est ça. Et ensuite du coup sa famille un petit peu, ensuite son grand frère Raphaël qui lui
a 2 emplois, donc il est fossoyeur et il travaille à l'abattoir aussi. Et on suit également, alors moins que Anna elle-même, mais on suit aussi du coup Raphaël et Julia, je crois, sa grande sœur, qui a un mari et un enfant. Bah, pour l'instant c'est tout ce que je sais. On suit aussi un petit peu en parallèle leur cousine, la cousine de Anna, Raphaël et Julia, je crois qu'elle s'appelle Julia, j'espère, qui s'appelle Purification. Et elle travaille dans un orphelinat. Bon, en gros, elle est chargée de divers, enfin de s'occuper, elle s'occupe en fait des orphelins de tout âge dans un orphelinat quoi. Vraiment, je sais pas comment décrire ce qu'elle fait, mais voilà. En parallèle, on suit également la famille Matheson. Oui, c'est ça. Matheson qui eux sont américains, leur fils s'appelle Daniel, il a 18 ans, j'ai oublié de préciser que Anna avait 16 ans. Daniel a 18 ans et donc lui son rêve c'est de devenir photojournaliste. Il a été pris dans une autre université américaine mais il a vraiment envie de faire de la photo. D'ailleurs il est finaliste du concours, un célèbre concours photo qui s'appelle le concours Magnum. Et lui du coup forcément il a envie d'avoir le cliché parfait pour la finale, à présenter en fait pour la finale de ce concours. Et s'il gagne, s'il remporte le prix, le premier prix, il pourra en fait se financer tout seul son école de journalisme. Son père est contre cette idée parce que pour lui Daniel doit reprendre l'entreprise familiale de pétrole. Et donc c'est vrai que c'est un peu compliqué entre son père, ses parents en général et lui. Daniel parle 2 langues, il parle espagnol et anglais, car sa mère est d'origine espagnole. Donc ils arrivent à Madrid pour le boulot de son père et donc effectivement c'est l'occasion pour Daniel de prendre quelques clichés, peut-être une qui pourra présenter au concours, pour la finale du concours. Et donc Anna c'est, en gros c'est un peu long à expliquer quand même, mais en gros Anna c'est la personne qui va s'occuper d'eux, donc il arrive à l'hôtel Castellana Hilton. On est en 57, hein. J'ai oublié de préciser, 1957, donc c'est l'Espagne de Franco, sous la dictature. Et Anna va s'occuper à 100% des 3 en fait, de la famille Matheson, donc de Daniel, va se lier d'amitié et peut-être plus, pour l'instant j'en suis pas là, mais dans le résumé ils mettent clairement romance, donc je pense qu'on s'imagine tous que c'est ça. Et donc Anna et Daniel voilà, se lient pour l'instant d'amitié et en gros dès le début lui ce qu'il a envie de voir Daniel c'est l'Espagne, le vrai visage entre guillemets de l'Espagne, pas l'Espagne qu'on montre pour l'instant aux touristes américains. Et il compte sur l'aide d'Anna pour lui faire découvrir la vraie image de l'Espagne, donc sous Franco. Pour l'instant j'en suis là. Ouais, c'est pas passé 15 millions de trucs, il y a juste une petite histoire de cliché que Daniel a prise. Je vous en dis pas plus parce que je pense que ça pourrait être intéressant de garder la surprise. Mais voilà, il y a une petite histoire de cliché, etc. J'ai vraiment hâte de savoir la suite, de connaître un petit peu où ça va mener. Je me doute, forcément je me doute que la romance à un moment donné va arriver. Je ne sais pas comment, il y a aussi des mystères, hein. Ils ont énormément de secrets, de mystères, de trucs, c'est assez dense en informations. Faut suivre, faut vraiment suivre, mais c'est plutôt cool. C'était tout pour mon petit update lecture. Sinon du coup j'ai fait un petit achat qui était pas du tout prévu, mais alors pas du tout prévu. Ciao Bella, de Serena, je peux pas prononcer son nom de famille, je parle pas du tout italien, Julian. Petit achat impromptu. C'était un livre qui était dans ma wishlist depuis un petit moment maintenant. Je suis en fait l'autrice sur les réseaux sociaux
depuis pas mal de temps, j'en ai entendu parler, enfin forcément je le vois beaucoup passer sur Bookstagram, sur Booktube. Vous connaissez également la tendance. Et en fait le résumé me faisait vraiment envie. Je vais vous le lire. Anna a peur de la foule, du bruit, de l'autoroute ou encore des pommes de terre qui vont germer. Pour affronter sa deuxième grossesse, elle décide d'aller voir une psy. Au fil des séances, Anna livre avec beaucoup d'humour des morceaux de vie, l'occasion de replonger dans le pays de son enfance, l'Italie, auquel elle a été arrachée petite, ainsi qu'à sa nonna chérie. C'est toute son histoire familiale qui se réécrit alors sous ses yeux. À quel point l'enfance détermine-t-elle une vie d'adulte? Peut-on pardonner l'impardonnable? Comment dépasser ses peurs pour avancer vers un avenir meilleur? Attention, la lecture de Ciao Bella pourrait avoir des conséquences irréversibles. Parler avec les mains, écouter avec le cœur, rire de tout et surtout de soi, ou devenir accro au pasta al dente. Je sais pas si je dis bien. Pasta al dente. Donc ouais, il me faisait vraiment envie. En plus, il est tout petit. Enfin, merci quoi. Il est vraiment tout petit. Je pense pas qu'il était aussi petit. Il fait 262 pages quand même. Je sais pas pourquoi je pensais moins. Je pensais qu'il ferait 200 pages. Ok, 263. Non mais ça va se lire vite. La couverture est vraiment jolie. Au début, c'est vrai que quand je l'ai vu en format... je l'avais déjà repéré, j'étais pas à fond sur Bookstagram à ce moment-là, mais quand il est sorti en format broché, enfin bref, quand il est sorti quoi, sa sortie, je sais pas, j'ai pas... au niveau de la... J'ai juste regardé la couverture dans les rayons, dans un des rayons, vous avez compris, et je trouvais pas... je sais pas, la couverture me repoussait en fait, j'avais l'impression que c'était plus un truc de fantaisie. Enfin bref, voilà, au début je pensais vraiment que c'était un truc de fantaisie un peu style la passe miroir, je sais pas si vous voyez. D'ailleurs la passe miroir est dans ma palle. Youpi. Faut absolument que je le dise mais je sais pas, j'ai pas la tête à la fantaisie en ce moment. Mais bref, ce qui me tente bien aussi de l'auteur c'est Mama Maria. Celui-là il me tente vraiment bien aussi. Il a l'air frais, enfin, un vrai roman d'été quoi, vous voyez. Donc celui-là il me tente vraiment beaucoup. En tout cas si j'accroche avec la plume de l'auteur, bah, pourquoi pas me procurer Mama Maria. Ça peut être également sympa. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse de ouf de savoir tout ça.